Prix du poisson cassé, endettement et ressources de plus en plus rares, en février 1993, la pêche française tombe de haut. Tu payes plus déjà bien tes matelots, tu ne payes plus toi, tu peux plus payer ton bateau, et puis toutes les fournitures qui continuent. La colère sourde des pêcheurs bretons finit par gagner tous les ports français qui s'embrasent en février 1993, une crise qui va durer 2 ans, ponctuée par des plans politiques inefficaces et des manifestations retentissantes. On a vu des scènes de guerre civile. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire la guerre civile pour du poisson ? Alors comment est née cette crise et pourquoi elle a entraîné la mutation à marche forcée de la pêche française ? Bienvenue dans Signal, la série d'été qui vous plonge dans les archives du marin pour mieux comprendre l'actualité. Au début des années 80, tout allait pour le mieux dans la pêche française. Le secteur se félicitait d'avoir la flottille la plus performante d'Europe, les criers les plus modernes et les OP, organisations de producteurs, les plus structurées. Alors la décennie passe et malgré quelques alertes sur la quantité de la ressource et les mises en garde des spécialistes du marché, la pêche française avance, vaille que vaille. À cette époque-là, c'était un peu l'euphorie, quoi. Tous les voyants étaient ouverts, hein. Il y avait beaucoup de pêche, il y avait des prix, le gasoil n'était pas cher. Donc il y a eu un mouvement de construction de bateaux neufs, et notamment de chalutiers hauturiers, assez important, très très important. Jusqu'en 1992, l'endettement et la raréfaction de la ressource sont masqués par la bonne tenue du cours du poisson. Mais en janvier 1993, le prix chute de 30% par rapport à l'année précédente, un effondrement des cours en pleine saison qui plonge des familles dans la difficulté. Il y avait des payes négatives quand même, hein. 15 jours en mer et ils revenaient, ils devaient de l'argent à l'armement. Donc ça c'est quand même, on marche sur la tête, là. Les comités de pêche régionaux, créés en 1992, et les comités locaux réorganisés la même année, structurent les premières grèves et s'occupent du dialogue avec les politiques. Mais dans les ports du Sud-Bretagne, comme au Guilvinec, à Concarneau ou encore Douarnenez, la grogne se transforme en colère sourde. Émanant des comités locaux, un comité de survie est créé le 13 février 1993. Je suis quelqu'un de régalien. Il y a un comité régional, c'était Yves Lelgouache de Concarneau qui le présidait. Le comité régional avait le droit de citer, le droit de parole. Donc le comité de survie a fait un peu doublon, mais c'était l'émanation de la colère des quais. Et le comité régional a été créé depuis si peu de temps que les gars ne savaient pas que le comité régional pouvait aussi les représenter. Rapidement suivi par les pêcheurs en colère, le comité de survie est très actif. Manifestation d'ampleur à Quimper et Roscoff, blocage des aéroports de Brest et Quimper en déversant du poisson sur la piste, les actions s'enchaînent jusqu'à gagner en intensité et sortir de la Bretagne. Le lundi 22 février 1993, sous la houlette des comités locaux et du comité de survie, 1000 marins pêcheurs venus de toute la France convergent vers Rungis. Dans le plus grand marché à poissons de l'Hexagone, l'objectif est simple, détruire le poisson d'importation. Pour moi, qu'il y ait des poissons exotiques, à la limite, ça, c'était pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'imports de pays, d'autres pays européens, Pays-Bas, du Danemark, de Norvège, enfin de tous ces pays-là, et là, sur des espèces que pêchaient les Bretons. À Rungis, les pêcheurs tombent de haut en voyant les provenances sur les caisses de produits de la mer. Mais complètement. On était dans nos mondes, nous, alors après, bien sûr qu'on découvre l'importation. Bon, après, on n'était pas dupes, on savait qu'il y en avait, mais on ne savait pas que c'était à telle échelle. D'ailleurs, ça concurrence la coquille, hein, à cette époque-là. Le pavillon marée du marché parisien est mis à sac par les pêcheurs, une action violente qui marque les esprits. D'ailleurs, tu vois les pauvres grossistes là, qui sont un peu éberlués, qui sont un peu abasourdis parce qu'il leur est tombé dessus. Des cartons éventrés, t'avais des trucs partout par terre, quoi. C'était le bordel, quoi. Pour calmer les tensions, le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Jean Puech, vient à l'écoute des comités locaux bretons. Il y avait 10 mesures de proposer. La seule qui a été acceptée, c'est la numéro 6, je crois, c'était l'appellation de loi de Saint-Jacques. Quand les pétons venaient de l'étranger, c'était écrit Pecten Maximus. Toi, tu penses bien que le consommateur Pecten Maximus, il ne savait pas d'où venait la pétonque, c'était du Chili, du Pérou ou de France. Les mesures proposées par les pêcheurs aboutissent sur un plan d'urgence du gouvernement comprenant une aide aux organisations de producteurs et un réaménagement de la dette en allongeant les prêts. Puis s'ensuit un contrat de progrès quelques mois plus tard avec une nouveauté de taille, la recapitalisation des entreprises de la filière avec une enveloppe de 240 millions de francs. Mais 6 mois plus tard, les aides tardent à arriver et la pêche française se prépare à une nouvelle année 1994
très difficile. En janvier, le cours du poisson est aussi bas que l'année dernière. Il n'en faut pas plus pour le comité de survie et les ports bigoudins qui s'embrasent à nouveau. Mais cette fois-ci, la profession se divise et certains ne repartent pas en manifestation. Il y a eu Concarneau, Le Guil, je sais même pas si Boulogne manifestait en 94. En 93, oui, mais pas en 94. Et ça a fait long feu, quoi. Après, tu vas pas aller tous les ans manifester pendant 15 jours, hein, parce que pendant que tu manifestes, tu pêches pas, tu gagnes pas ta croûte. Tu as des gars qui sont complètement différents quand ils sont dans une manif, alors que quand tu les connais sur leur bateau ou sur le quai. Donc, socialement parlant, il faut faire très attention quand on déclenche une manifestation, hein. Après un énième plan d'urgence de Puech, le comité de survie veut montrer son désaccord et monte à Rungis le 3 février. Mais contrairement à 1993, 3 compagnies de CRS et 3 escadrons de gendarmes attendent les pêcheurs. L'affrontement est très violent, mis en déroute, les manifestants repartent vers Rennes où Édouard Balladur, le Premier ministre, est attendu pour une visite le lendemain. Il y avait plusieurs milliers de pêcheurs qui étaient quand même très remontés. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé face à face avec une rangée de CRS et puis les pêcheurs qui poussaient. Et puis, ça a commencé à avoir des lacrymos. Et puis, voilà, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille parce qu'après, il y a eu des jets, il y a eu des fusées de détresse. Il y a eu puis tout un tas de projectiles. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Je pense que ça a été chaud. Hein. Ça a été vraiment hyper violent. Et puis, à partir de là, il y a eu une guérilla pendant toute la journée. Dans la nuit suivant les affrontements, le toit du Parlement de Bretagne s'embrase et la charpente brûle complètement. S'il n'a jamais été prouvé qu'une fusée de détresse mal éteinte serait à l'origine du feu, l'incendie de ce bâtiment historique breton restera le symbole de la colère des pêcheurs. Un copain qui a ramassé une grenade qui a perdu sa main, quoi. Bon, tu vois, non. C'est les images-là qui me restent. On a vu des scènes de guerre civile. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire la guerre civile pour du poisson ? Après cette journée à Rennes particulièrement marquante, la colère laisse place à la résignation et les pêcheurs repartent petit à petit en mer. Édouard Balladur reçoit les représentants de la pêche française, dont 2 membres du comité de survie, quelques jours plus tard à Matignon. Satisfaits sur la forme, les pêcheurs ressortent de la réunion, quelque peu circonspects sur le fond. En février 1995, le gouvernement présente le plan Puech pour penser définitivement les maux des 2 dernières années. Il comprend notamment une enveloppe pour le régime d'aide aux familles et l'amplification de la caisse chômage intempérie, jusqu'ici réservée à quelques ports. Mais il accélère surtout la réduction de la flotte française, déjà bien entamée par le plan Mélic et les programmes de réduction des flottes pluriannuelles de l'Europe. Si certains en profitent... À des gars, les mecs disent tiens, ton bateau, si tu le mets en sortie de flotte, tu vas avoir 18 millions. 18 millions, putain, le mec il courait aux affaires maritimes déclarer son bateau en sortie de flotte. C'était des bateaux qui étaient en fin d'âge et les mecs ils ont eu un petit billet pour partir à la retraite. Tu parles. Moi je me souviens pas avoir vu quelqu'un pleurer quand il a brûlé son bateau à Paimpol. Est-ce que c'était bon? Je sais pas si c'était bon, parce que ça n'a pas changé grand-chose à la pression sur la ressource, puisqu'il y avait les quotas qui étaient attribués par les organisations de producteurs. D'autres n'ont que cette solution pour apurer leurs dettes. Il y en a qui ont sauvé leur peau comme ça, mine de rien, et qui ont sauvé leur peau économique comme ça, et qui ont pu payer leurs dettes comme ça. Douarnenez et Audierne surtout, je me rappelle de ça, il y a je sais pas combien de patrons et de chefs mécanos et de matelots qui sont partis en Afrique. Entre 1988 et 1994, la flottille de pêche française a diminué de 40% en nombre et perd plus de 2000 marins, une sorte de rééquilibrage obligatoire pour garder la tête hors de l'eau. Dans les plus gros ports, on assiste à une véritable mutation. La pêche industrielle diminue au profit de la pêche artisanale. Les cours finissent alors par remonter et l'importation diminue. La pêche française va mieux, mais pour combien de temps ? Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire, viens.